Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et encore une fois, merci ô combien de votre fidélité. Salut mes camarades chéris. L'actualité européenne, c'est le pacte vert qui vole en éclats. Assouplissement des règles sur les émissions de CO2 de l'industrie automobile, autorisation sans limite de temps de certains pesticides précédemment bannis, simplification de réglementations jugées contraignantes, le tout au nom du pragmatisme. Nous n'avons rien abandonné de la trajectoire de décarbonation, mais nous avons le pragmatisme sur la situation économique et géopolitique, et donc les aménagements ont été possibles. Alors l'Union européenne renonce-t-elle à ses principes? Prise en tenaille entre la Chine et les États-Unis, le recul sur les voitures thermiques risque-t-il de pénaliser les industriels européens qui investissent dans l'électrique? Plus largement, entre fractures autour du Mercosur et recul permanent, l'Europe est-elle en train de perdre son cap? On en débattra avant de vous retrouver Théophile Cossa et Xavier Mauduit en dernière partie d'émission pour vos chroniques. Et direction le Pacifique, Elisabeth, la France, par le Quai d'Orsay, dément. Imaginez céder au Vanuatu, 2 îles du Pacifique, Mathieu et Hunter, oui, des îlots, des rochers, îles volcaniques. Je vous propose donc une histoire à la fois coloniale et pacifique. Bien sûr. Et vous, Théophile? Noël approche à grands pas. Vous en êtes tous de vos cadeaux? Vous y sont faits ou pas? Peut-être que vous en avez commandé sur Internet. Et vous n'êtes pas les seuls. En ce moment même, des millions de colis transitent partout en France. Un défi logistique de dingue. Parfois, certaines galères pour récupérer ces paquets. Ce flux de colis, je vous raconte comment ça marche. Trop de colis, ça zigouille le petit commerce. À tout à l'heure, les camarades. Et pour commencer, qui sont les hackers qui ont piraté il y a quelques jours des données archi-sensibles du ministère de l'Intérieur? Pour évoquer ce piratage et un contexte de cyberattaques qui s'amplifie contre les institutions et les hôpitaux, entre autres, on reçoit Amaëlle Guiton, journaliste au quotidien Libération, spécialiste en cybersécurité. On la retrouve tout de suite. Amaëlle Guiton, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. On va évoquer ces cyberattaques avec vous. Le ministère de l'Intérieur, victime d'une cyberattaque, c'est totalement inédit dans votre mémoire de spécialiste de la cybersécurité qui enquête sur ces faits depuis des années. Alors, en tout cas, une cyberattaque qui aurait été, disons, reconnue publiquement, oui, moi, j'ai pas de souvenir, en tout cas du ministère de l'Intérieur. Il y a déjà eu par le passé des cyberattaques qui ont touché des institutions. Mais pas le ministère de l'Intérieur. C'est quand même assez peu fréquent. C'est assez peu fréquent. Alors, on va en parler avec vous après l'évocation de ces questions par Gaël Legras. Amaëlle Guiton, vous êtes journaliste spécialiste du numérique. Alors que le ministère de l'Intérieur a été victime d'une cyberattaque il y a quelques jours, de nombreuses questions se posent. Comment est-ce possible? Qui peut trouver intérêt à infiltrer le système informatique de la place Beauvau? Quelles conséquences sur notre sécurité? Pour y répondre, vous avez le profil idéal. Hier matin, Laurent Nunez a confirmé que le ministère dont il a la charge a été victime d'un piratage par des hackers, ou plutôt, comme il le dit dans son propre langage, d'une intrusion malveillante par un individu ou un groupe d'individus. Il se serait introduit dans le système via une messagerie professionnelle et aurait ainsi obtenu des mots de passe qui permettent d'accéder à de nombreux documents, notamment le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées. Le propre d'un système d'information, c'est qu'on traite des données personnelles et la contrepartie de ce traitement, l'autorisation qui nous est donnée, c'est d'en assurer la protection la plus totale. Donc ça n'a pas été le cas. Je considère que c'est un acte grave, je le dis, c'est très grave. Samedi dernier, sur le site Breach Forum, les hackers ont affirmé avoir récupéré les données de 16 444 373 personnes, sans en fournir la preuve. Revendication accompagnée de ce message: nous donnons à la France une semaine pour nous contacter. Plus vous prendrez le temps, plus nous divulguerons de données. Hier après-midi, à l'Assemblée nationale, Laurent Nunez a encore été interrogé sur ce fiasco qui concerne l'un des ministères censés être le plus protégé du pays. Il y a une enquête judiciaire aussi, et je ne doute pas une seconde que l'assaillant sera évidemment retrouvé. Et puis par ailleurs, j'ai diligenté une enquête administrative et j'en tirerai évidemment toutes les conséquences en termes d'organisation de nos systèmes d'information. En fin d'après-midi, hier, un jeune homme de 22 ans a été interpellé et placé en garde à vue. À propos de cybersécurité, selon vous, Amaëlle Guiton, on ne peut jamais exclure la compromission d'une boîte mail. Le point de faiblesse est surtout humain. Amaëlle Guiton, on a vu le ministre de l'Intérieur dire c'est grave. Mais ce qui est grave, c'est pas l'absence de vigilance autour des données hypersensibles du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire
Enfin, on n'arrive pas à y croire. Les réseaux du ministère de l'Intérieur sont des réseaux qui sont surveillés, enfin, il y a sécurisés. qui sont sécurisés. Il y a des dispositifs de veille. Il y a un centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur qui est basé à Toulouse et qui a précisément pour mission de superviser et de surveiller les réseaux. Moi, j'ai tendance à penser qu'une activité très inhabituelle est de nature à être détectée. Et il est par ailleurs assez probable, je pense, que ce soit de cette manière que les pirates ont été ou les pirates d'ailleurs, parce que pour le moment on ne sait pas, ont été repérés. Oui. En revanche, on peut difficilement s'assurer qu'une boîte mail ne sera jamais compromise. Effectivement, c'est un peu là le sujet. Souvent, le point de faiblesse est, comme disent les geeks, entre la chaise et le clavier. Entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire. Voilà, c'est l'humain. Ouais. Après, là, il y a eu manifestement, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur l'a reconnu quand il est intervenu sur France Info, il y a eu manifestement des pratiques qui ne sont pas les pratiques recommandées, et en l'occurrence, le fait de s'échanger des mots de passe par mail, des identifiants et des mots de passe, ce qui ne correspond évidemment pas aux règles d'hygiène numérique, comme on dit, qui sont recommandées. Donc là, oui, effectivement, il y a eu un défaut de vigilance humain assez évident. Oui. Mais donc ces fichiers piratés, c'était vraiment des données sensibles, c'est ça? Et est-ce qu'elles étaient accessibles à vous et moi, par exemple, pendant quelques heures comme ça? Non. D'accord. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de départ, c'est effectivement cette compromission de boîtes mail, qui sont des boîtes mail d'agents du ministère de l'Intérieur, dans lesquelles un nombre limité, donc on ne sait pas combien, si c'est 2, 5 ou 10, là pour le coup, le ministère n'a pas communiqué de manière précise. Peut-être d'ailleurs parce que les investigations aussi sont en cours et que peut-être qu'ils n'ont pas non plus tous les éléments. Donc, et que c'est qu'à partir de ces identifiants, nous, les informations qu'on a, c'est qu'en fait, ça leur a permis de se connecter à un portail qui s'appelle Keops et qui en fait est le portail qui permet de consulter les fichiers de police, dont le traitement d'antécédents judiciaires, dont le fichier des personnes recherchées, mais aussi le répertoire, par exemple, des permis de conduire, le système d'identification des véhicules, etc. C'est effectivement la porte d'entrée qui est utilisée quotidiennement par les policiers et les gendarmes pour faire des vérifications. Sauf que ce n'est pas des policiers et des gendarmes, mais c'est des là, en l'occurrence, oui. Donc le problème, c'est qu'il y a eu effectivement des consultations. Alors sur l'ampleur, pour le moment, tout le monde est très prudent. Et là encore, c'est assez logique. Il minimise un peu, puisque l'enquête est en cours. Disons que les pirates qui revendiquent l'attaque ont, eux... Elle a été revendiquée sur un forum qui s'appelle Bridge Forum. C'est quoi ce forum? C'est un forum c'est quoi? C'est le dark web? C'est sur le dark web? C'est quoi? Alors celui-ci, en l'occurrence, n'est pas accessible uniquement sur le dark web, mais aussi sur le web en clair, entre guillemets. Et c'est pas très compliqué, en réalité, de le trouver. C'est un forum illégal de revente de données piratées, tout simplement. Et donc, du coup, effectivement, l'accès s'est fait via ce portail, mais entre la revendication qui est on a piraté les données de 16 millions de personnes et la réalité des faits, il y a manifestement une très grande marge. Les derniers éléments donc donnés publiquement par le ministère de l'Intérieur, c'était quelques dizaines de fiches extraites du système. Dans le Parisien, hier soir, me semble-t-il, on était à moins d'une centaine de fiches extraites du traitement d'antécédents judiciaires précisément. Donc et moi, ça me semble plutôt logique qu'on soit dans une magnitude effectivement beaucoup plus assez limitée par rapport à toute l'ampleur de l'ensemble des données. Amaëlle Guiton, on va évoquer avec vous un autre vol de données. Ça a eu lieu récemment à la Fédération française de tir, Anna. Oui, mi-octobre, les noms, adresses, numéros de téléphone de près d'1 million d'adhérents ont été subtilisés. Des journalistes de France Télévisions avaient mené l'enquête et même retrouvé une petite annonce qui les revendait sur le dark web pour 10 000 €. Le problème ensuite, c'est qu'en novembre, les cambriolages et vols d'armes à feu se sont multipliés un petit peu partout en France, avec de faux policiers se présentant au domicile des licenciés pour soi-disant contrôler et récupérer les pistolets. 5 armes à feu automatiques ont ainsi été dérobées chez une adhérente de Lyon, 2 chez un tireur de Limoges, d'autres encore à Nice et à Paris. Le parquet de Paris confirme que ces cambriolages étaient directement liés au vol de ces données. Alors, est-ce que ça veut dire que la cybercriminalité est aussi aujourd'hui au service d'une criminalité plus traditionnelle ?
Ça, de toute façon, oui, c'est des choses qu'on ne peut pas exclure. Alors nous aussi, on avait, avec mes collègues de la rubrique Fake News, on avait aussi authentifié effectivement ce petit extrait de données. Après, la difficulté, c'est qu'on peut difficilement savoir à ce stade ce qu'elles sont devenues, mais elles ont probablement aussi été revendues. Donc c'est difficile en fait de faire la part de réseaux qui seraient véritablement intégrés ou plutôt de réseaux qui communiqueraient entre eux et se revendraient des données. On parle beaucoup ces dernières années d'ubérisation de la cybercriminalité. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, ça veut dire c'est-à-dire qu'on a... On délègue Oui, tout à fait. Il y a des donneurs d'ordre délèguent. Il y a aujourd'hui des systèmes de prestataires. Il y a des gens qui vendent des accès à des bases de données. Il y a des gens qui vendent ce qu'on appelle des rançongiciels, c'est-à-dire les fameux logiciels qui chiffrent le disque dur et réclament une rançon pour que l'utilisateur puisse de nouveau retrouver l'accès à ces données. Mais on a effectivement ces phénomènes, oui, avec ces architectures qui font beaucoup penser à ce qu'on peut voir dans l'économie légitime, en fait. Mais dites, ça veut dire que les pirates seront toujours plus forts que les pare-feux quand on regarde ce qui se passe actuellement? On a beau essayer de les empêcher, ils y arrivent, ils trouvent la faille. Alors, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. En revanche, moi, je ne serais pas aussi défaitiste au sens où il faut plutôt quand même encourager les gens à se protéger. Il y a des comment vous encouragez un hôpital, il y a des mesures dont on sait qu'elles fonctionnent, ou en tout cas qu'elles rendent les piratages plus difficiles. Il faut évidemment les mettre en place. Et typiquement, le genre de choses que le ministère de l'Intérieur dit avoir déployé de manière très généralisée sur tous ces systèmes, l'authentification à double facteur. C'est quelque chose que vous connaissez d'ailleurs probablement si vous avez par exemple un compte Gmail, vous donnez votre mot de passe et puis ça va vous demander ou ça va vous envoyer un code que vous allez devoir rentrer. Ça, c'est un cran supplémentaire qui permet de rendre le piratage plus difficile. Et sinon, comment faire en tant que simple citoyen pour éviter de se faire pirater sa carte vitale, ses données? Il faut balancer son portable, écrire avec la plume, payer avec des bifetons et des pièces de monnaie. Non, mais c'est-à-dire se dénumériser d'une certaine façon à l'échelle individuelle. Moi, j'ai assez entendu ça, effectivement, dans le secteur de la cybersécurité, c'est que si on veut être absolument certain de ne jamais se faire pirater, il faudrait ne pas utiliser d'ordinateur et ne pas utiliser Internet, ce qui semble quand même extrêmement compliqué. Donc, il faut plutôt, effectivement, renforcer ces défenses immunitaires, d'une certaine façon. Vous appelez ça comme il y a des choses, non, mais il y a des choses assez simples. Par exemple, beaucoup de gens utilisent le même mot de passe pour plein de services. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. 0000 ou leur date de naissance. Alors, ça peut être ça, voilà, mais par le exemple. simple fait d'avoir le même mot de passe pour plein de choses, il suffit qu'en fait, ce mot de passe fasse l'objet d'une fuite de données. Du coup, ça permet aussi à des éventuels pirates informatiques d'accéder à d'autres choses. Merci d'être venu nous ouvrir des horizons dark, comme le dark web, et de nous avoir éclairé sur ce piratage de données au ministère de l'Intérieur. Amaëlle Guiton, merci encore d'être venu dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur l'Europe qui semble zigzaguer entre des engagements forts comme le pacte vert en 2019 et puis des reculs et des renoncements. Cette semaine, l'abandon du tout thermique en 2035 et la réintroduction de pesticides écartés précédemment, entre autres. Les atermoiements européens sont-ils dictés par le pragmatisme ou la panique face à la Chine et à la guerre commerciale menée par Donald Trump ou par les partis populistes et d'extrême droite européens? L'Europe a-t-elle un cap? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Satisfaction hier chez un concessionnaire des Yvelines. Les 3/4 des voitures vendues ne sont pas électriques. Les thermiques, les hybrides autonomes et les hybrides rechargeables. L'abandon du 100% électrique à compter de 2035, annoncé par Bruxelles, est donc une bonne nouvelle. C'est mieux d'avouer qu'on s'est trompé que de persévérer dans l'erreur. Comment expliquer ce stop and go, ce virage à 180 degrés ? L'interdiction de la vente des voitures thermiques à partir de 2035, c'était la mesure phare du pacte vert des 27. 80 textes destinés à parvenir à la neutralité carbone. La Commission européenne, elle, assure opter pour la flexibilité sans renoncer à ses ambitions climatiques. L'objectif reste le même. Les flexibilités sont en réalité des flexibilités qui sont pragmatiques au vu de l'adhésion des consommateurs, la difficulté également des constructeurs à proposer sur le marché du 100% électrique pour 2035. Mais ce revirement, sous la pression notamment du secteur automobile allemand, n'est que la partie émergée d'importants reculs sur le front environnemental.
Mardi, le Parlement européen a acté l'assouplissement de certaines obligations vertes des entreprises, tandis que la Commission européenne proposait d'être plus flexible sur la question des pesticides. Depuis des mois, les artisans du pacte vert dénoncent son détricotage. La droite traditionnelle est en train de fabriquer un logiciel commun avec l'extrême droite et d'importer un trumpisme anti-écologie. Alors, de rétropédalage en renoncement, l'Union européenne a-t-elle perdu sa boussole ? Divisée sur l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur sur fond de colère des agriculteurs, attaqués par Donald Trump et sous pression de la concurrence chinoise, les 27 naviguent-ils à vue ? Nos trois invités pour ce débat, Lucille Schmitt, bonsoir, présidente du think tank La Fabrique écologique. Selon vous, Lucille Schmitt, l'Union européenne est en train de céder à la panique sous l'effet conjugué du trumpisme, de la pression des lobbies industriels et de la peur de l'extrême droite en détricotant le pacte vert au détriment de la santé publique, de la cohérence démocratique et de la compétitivité à long terme de l'Europe. À côté de vous, Olivier Louancy, bonsoir, professeur du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Dernier essai, réindustrialiser le défi d'une génération. Selon vous, l'Union européenne s'est enfermée dans des décisions environnementales prises sans prendre en compte les équilibres socio-économiques et environnementaux. Ces revirements révèlent l'absence d'ambition industrielle claire et la nocivité des politiques de stop and go, en bon français, de j'arrête, je recommence, je revire, etc. Je change mon braquet pour les entreprises. Et à côté de vous, Théo Verdier, bonsoir, co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Selon vous, les réajustements sur l'automobile électrique ou le Mercosur ne sont pas des renoncements, c'est le reflet d'un arbitrage pragmatique qui s'explique par la diversité des intérêts nationaux et la nature démocratique des décisions européennes. Et on va démarrer avec la une du jour. Oui, regardez, Benjamin. c'est celle du quotidien allemand de gauche alternative TASS, avec cette manchette en forme de jeu de mots provocateur, qualifiant Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, de mère, presque mère maquerelle du pot d'échappement, pour dénoncer le revirement de la Commission européenne sur le pacte vert et les obligations donc des industries de l'automobile jusque-là, que c'était prévu en 2035. On va en parler, Lucille Schmitt. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif, cette mise en accusation de la présidente de la Commission européenne ? Il y a encore des engagements verts. Il y a encore des engagements verts, mais je trouve que ce qui est très bien vu, c'est le fait qu'on assiste à un revirement d'Ursula von der Leyen elle-même, alors que je voudrais rappeler qu'en 2019, lorsqu'elle lance le pacte vert, elle dit qu'il n'y a jamais eu d'événement comparable depuis que l'homme a marché sur la Lune. Donc elle assume un pacte vert qu'elle présente comme un projet européen de long terme, et à l'occasion de son nouveau mandat, pour rester en place, et parce que son parti, le Parti populaire européen, qui est le plus nombreux au Parlement européen, conservateur, et qu'en plus la délégation allemande est très forte, à cette occasion-là, pour rester en place, elle n'hésite pas à faire un virage à 180 degrés. Et du coup, je pense que c'est dur, mais ça reflète aussi le fait que lorsqu'on veut pratiquer l'écologie, lorsqu'on dit qu'on prend des décisions historiques, l'opiniâtreté est la principale qualité, et que le revirement politicien est quelque chose qui vous désigne de façon un peu ridicule. Mais Théo Verdier, alors vous dites revirement politicien, mais en même temps, c'est donc pas 100% de ce qu'on a compris d'électrique, mais c'est 90%. Alors on n'y voit pas très clair. Est-ce que c'est un tout petit revirement ? Est-ce que c'est une véritable concession ? Est-ce que c'est à la marge ? C'est clair que pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, on peut se dire qu'il y a un côté un peu tragicomique. C'est-à-dire qu'on met en place des règles européennes, un objectif 2035, et on n'est même pas au début de la mise en œuvre qu'on est déjà en train de reculer. Est-ce que c'est grave ? Oui, il y a un recul. Est-ce qu'il est grave ? On peut se dire qu'il y a une version vert à moitié plein, c'est moins 10%. Mais en fait, 10, 20 ou 30. Exactement. Quand on voit certaines estimations par les ONG, je regardais le Transport et Environnement, qui est une ONG spécialisée, qui disait qu'en fait, en 2035, ça pourrait amener à 25% de véhicules qui continuent d'émettre du CO2 dans les ventes de véhicules neufs. De véhicules thermiques ou hybrides avec un reste d'émissions, etc. Donc, c'est clair que du moins 90% du storytelling, on peut arriver à une photo dans laquelle, en mettant la photo du pire, c'est-à-dire avec tous les bonus sur les petites voitures, sur l'acier européen, etc., on pourrait finalement avoir toujours 25% de véhicules émettrices dans les émetteurs véhicules neufs donc de CO2. Donc, il y a vraiment une manière de le voir à moitié plein ou à moitié vide. Néanmoins, rendons-nous compte que la demande européenne, en ce moment, est en train de stagner et qu'elle est uniquement... La demande européenne, pourquoi ? Pour des voitures électriques.
elle est soutenue par de l'argent public. On le voit bien en Allemagne, quand on coupe les financements à l'achat, on a moins 25, moins 27% de demandes pour la voiture électrique. Et les finances publiques Pourquoi européennes... Pourquoi elles stagnent? Parce qu'elles sont trop chères, les voitures électriques? Parce qu'elles sont trop chères. Et donc, en plus, on a des constructeurs chinois qui sont en train de faire plus de 200% dans les ventes de véhicules, dans leur part de marché. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'était pas dans un momentum pour la voiture électrique. Et je comprends qu'il y ait une mesure d'attente ou de temporisation. Alors, voilà. Et vous, Olivier Lionzi, est-ce que pour vous, c'est un réajustement bienvenu ou pas? C'est un réajustement indéniablement, mais encore une fois, la trajectoire de décarbonation, la neutralité à 2050, ça, l'objectif, il est maintenu. Pour l'Union c'est européenne. absolument essentiel. Ah, il est maintenu. L'objectif de décarbonation, de neutralité à 2050 est maintenu. Et maintenant, à l'intérieur de cet objectif global, et comment peut-il être maintenu si les efforts sont moindres? Il y a des modalités qui peuvent être ajustées. Mais on va repartir sur le véhicule électrique. Vous le savez très bien, il y a certains usages, il y a certaines personnes qui se déplacent beaucoup, d'autres moins. Et quand on fait le bilan carbone d'une voiture électrique, entre ce qu'elle émet pendant qu'elle est utilisée et ce qu'elle émet pendant qu'elle est fabriquée, eh bien, en fonction de ces usages, des fois, la voiture thermique a un bilan carbone meilleur que la voiture électrique. Et donc, la décision symbolique, politique très forte de ce 2035 100% n'est pas totalement fondée techniquement. Alors, c'était un portage politique quand on sort d'une décision politique de cette puissance pour faire rentrer un petit peu plus de technicité, prendre en compte les emplois, les impacts sociaux, les impacts économiques avec les importations, ça peut être douloureux, mais néanmoins, c'est la définition de base du développement durable qui doit faire la part également à l'environnement, au social et à l'économique. Alors, ça vous semble rejoindre la définition idéale du développement durable, Lucille Schmitt? Non, je pense que ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, les conséquences sociales de cette décision n'avaient pas été suffisamment anticipées. Après, je pense qu'il y a un autre élément, et ça, c'est à la charge des constructeurs automobiles européens, c'est le fait qu'ils aient, au fond, favorisé la production de court terme de voitures chères, lourdes, qui, en fait, ne correspondaient pas donc aux besoins des consommateurs, aux besoins des consommateurs, à leurs revenus, et qu'aujourd'hui, effectivement, sur la petite voiture électrique, on a un vrai sujet, c'est qu'elle est chinoise. Donc l'enjeu, si vous voulez, c'est que si on enlève 2035 comme espèce de date butoir, comment est-ce que ça conduit à investir, comment ça modifie la décision d'investissement? Et quand vous dites 2050, on maintient l'objectif de décarbonation et la neutralité, le sujet, c'est qu'on voit bien que c'est fonction de l'équilibre politique et au fond de revirements qui sont ceux d'Ursula von der Leyen, et aussi avec un Parlement européen où l'extrême droite est en position de force et où le Parti conservateur européen a tendance, sur certaines décisions, à voter avec l'extrême droite. Que se passera-t-il au Parlement européen? La décision n'est pas prise, elle est proposée par la Commission dans le cadre de cette loi Omnibus, mais il reste à avoir les États et à avoir les députés, et pour l'instant, les écologistes ne sont pas en position de force. Alors, regardez, à propos du fameux pacte vert, c'était il y a 5 ans, en décembre 2019, Ursula von der Leyen, effectivement, de manière assez amphigorique, lançait ce fameux pacte vert. Nous sommes déterminés à nous attaquer à ce changement climatique et à en faire une opportunité pour l'Union européenne, sachant qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne est en première ligne dans ce domaine et que nous voulons être les premiers, nous voulons rester le modèle à suivre. Théo Verdier, on veut rester le modèle à suivre et en même temps, eh bien, on fait des concessions sur l'usage des pesticides. En dehors de la voiture, on avance. Il y a le report des obligations des entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Il y a eu quand même beaucoup de décisions qui ont surpris, là. C'est le directive Omnibus dont parlait à l'instant. L'Union européenne est une démocratie et les élections ont des conséquences. Au dernier scrutin européen, les écologistes et les forces centristes sont les deux groupes qui ont le plus perdu, et c'était eux qui étaient, avec les socialistes, la cheville ouvrière du pacte vert. Et ceux qui ont gagné, c'est la droite qui s'est maintenue et les forces d'extrême droite qui sont devenues 3e, 4e force du Parlement européen. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la Commission européenne? C'est un exécutif. Il y a une chambre haute, qui est le Conseil, les chefs d'État, et une chambre basse, c'est le Parlement européen. Donc on répond aux aspirations des Européens, c'est ça que vous nous dites? En naviguant à vue, éventuellement. C'est comme si vous preniez la majorité de Sébastien Lecornu, elle n'existe plus, mais que vous lui mettiez 20% à droite, et évidemment, sa ligne politique a changé. Et donc là, on est dans une démarche d'équilibre, on essaye de maintenir les acquis du premier mandat, c'est le pacte vert, c'est la neutralité carbone en 2050, et en même temps, c'est clair, on est en train, au milieu de ça, de faire des ajustements. Et sur la voiture, je crois que c'est quelque chose, à mon avis, qui aussi rejoint une réalité industrielle. Sur la question de la responsabilité des entreprises, par contre,
Là, on est un peu en absurdie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises françaises, européennes qui avaient investi pour se mettre en conformité. Et là, vraiment, à la veille, on n'est pas à 2035. On dit non, on va relever les seuils. Et donc, toutes les entreprises d'un certain nombre de salariés ou de chiffre d'affaires, ça ne s'applique plus à vous. Et là, par contre, en termes de délai, c'est n'importe quoi. Mais Olivier Lantz, oui, alors les entreprises avaient des obligations, faire des plans pour la réduction des émissions, etc. Les partis politiques obéissent aux lobbies, ou aux citoyens, aux consommateurs? Comment vous l'analysez? Je ne suis pas un spécialiste qui change d'avis politique. Par contre, ce qu'on peut dire, et là je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire changer les règles quand on est si proche des échéances. Ceux qui ont fait l'investissement se trouvent pénalisés alors qu'ils ont été vertueux, et ceux qui ne l'ont pas fait sont récompensés pour ne pas l'avoir fait. Donc il y a une sorte d'absurdie. Et puis, relever les seuils, c'est-à-dire on va demander un effort uniquement aux grosses entreprises. Très bien, mais comme on est sur justement des questions de chaîne de valeur, les grandes entreprises vont demander aux petites qui sont leurs fournisseurs de faire le même travail. Donc, in fine, c'est un geste, je dirais, qui n'a pas beaucoup de sens et qui n'aura pas beaucoup d'effet, en tous les cas, ce relèvement de seuil, puisque tout le monde, si on est dans une chaîne de valeur dans laquelle, in fine, il y a un grand groupe qui est soumis, la PMI, l'ETI va y être soumise également. Mais Lucie Schmitt, pardon, mais il y a une telle défiance vis-à-vis des institutions européennes, que ce soit des citoyens ou des entreprises, qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne fallait pas donner des gages? Nous vous comprenons, nous vous entendons, donc nous ajustons. Moi, je crois qu'il y a un effet, je répète ce que j'ai déjà dit en préparant l'émission, il y a un effet de panique par rapport au fait que les élus n'ont plus de capteurs par rapport à l'état des sociétés. Et que, effectivement, le fait que l'extrême droite ait été en position de force aux élections de 2024 donne le sentiment, apparemment, à ces députés, notamment aux conservateurs, qui sont charnières dans cette histoire, puisque jusqu'à présent, ils ne faisaient jamais alliance avec l'extrême droite. Là, ils préfèrent faire alliance avec l'extrême droite qu'au fond rester dans le socle pro-européen. Je crois que les conservateurs se demandent, au fond, comment le curseur va évoluer. Est-ce qu'on va vers plus d'extrême droite ou est-ce qu'on va vers, d'une certaine manière, plus de bon sens? Trumpisation. Alors, voilà. pour vous, Pascal Canfin a évoqué l'importation d'un trumpisme anti-écologique. Il avait contribué à l'élaboration du pacte vert. Je pense qu'en tout cas, il y a un effet de panique du côté des élus. Et je ne peux pas seulement souscrire à l'idée que c'est parce que c'est démocratique que ça se passe comme ça. Parce que, par exemple, sur les pesticides, vous avez plus réagi sur la question du devoir de vigilance des entreprises. Sur les pesticides, l'Union européenne a toujours été en pointe au niveau mondial sur l'encadrement des pesticides. Et puis, avec son règlement REACH dans les années 2000, elle a au fond décidé d'encadrer les produits chimiques qu'on met sur le marché. Et là, elle vient de décider de déréguler. Elle vient de décider qu'en fait, on n'aurait plus jamais d'évaluation en fait, de l'impact des pesticides et des biocides sur la santé. Vous voyez bien ce qui s'est passé avec la loi Duplon et la pétition cet été en France. Ce que dit la société, 2 millions de c'est qu'au nom de la santé, les consommateurs veulent être protégés. Et au fond, ce que la Commission européenne refuse de considérer, c'est le coût de l'inaction écologique, puisque tout ça est justifié au nom d'économies de bout de chandelle. Alors, 1 milliard d'euros, alors que ce qui va se passer en santé... Oui, enfin, ce qui va se passer en santé dans l'ensemble de l'Union européenne, si les cancers se multiplient, si nous mangeons des cochonneries, tout ça, c'est quelque chose qui va se payer aussi, mais ça ne sera pas comptabilisé pour la Commission européenne. Vous donnez une vision très politique de ces décisions. Il y a aussi une explication économique dans le Green Deal. Sur les pesticides ? Non, je parle sur l'ensemble du Green Deal. Sur le Green Deal, on devait être vertueux, donc mettre en avant sur les règles, mais on devait aussi devenir l'Union européenne, le continent dans lequel on développait ces nouvelles technologies, on les exportait et qui nous apportait une richesse supplémentaire, nous permettant quelque part de payer les exigences qu'on s'auto-imposait. Le premier volet, il a bien été présent, c'est toutes les directives dont on a parlé. Le deuxième volet, il est parti en Chine, puisqu'aujourd'hui, le continent mondial qui produit le plus de batteries, le plus de panneaux solaires, demain peut-être le plus d'éoliennes et qui en retire une richesse importante, eh ben, c'est bien la Chine et c'est bien l'Asie. Donc là, il y a peut-être une panique politique, mais il y a aussi eu dans le Green Deal une promesse économique qui n'est tenue qu'à moitié. On a les contraintes, on n'a pas la richesse qui était promise autour des technologies. On n'a pas la rétribution. Attendez, il faut qu'on avance, Lucille Schmitt, parce qu'il faut qu'on évoque les États-Unis qui mettent la pression à propos du numérique, à propos du numérique et de la législation européenne qu'ils jugent trop contraignante. Exactement, c'est trop pour les Américains, trop de règles, trop d'enquêtes, trop d'amendes. La dernière en
en date étant celle de 120 millions d'euros qui a été imposée au réseau X pour plusieurs infractions au Digital Service Act, le règlement européen du numérique. Et depuis le début de l'année, l'administration Trump et les géants du tech ne lésinent pourtant pas sur les moyens pour faire plier l'Europe sur le numérique. Il y a d'abord eu des courriers, des rencontres et puis plus récemment du chantage. Lors d'un passage à Bruxelles fin novembre, les États-Unis ont proposé de réduire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui sont actuellement de 50%, si et seulement si l'Europe acceptait d'assouplir les règles sur le numérique. Et puis sont venues les menaces. Il y a 2 jours, le bureau du représentant de la Maison-Blanche du commerce pour le commerce a déclaré que si l'Union européenne persistait dans sa régulation discriminatoire, il y aurait des représailles. Et elle a aussi rappelé qu'à l'inverse, des entreprises européennes comme Spotify ou Mistral AI avaient pu s'installer aux États-Unis et opérer librement depuis des dizaines d'années. Alors face à ces pressions, l'Union européenne tente de tenir bon. Elle a rappelé qu'elle continuerait à appliquer ces règles de manière équitable, mais on apprend dans le Financial Times qu'elle serait sur le point d'accorder un délai de grâce d'1 an aux entreprises américaines qui ne respectent pas encore le règlement sur l'intelligence artificielle. Théo Verdier, est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit lâcher sur certains points ou alors au contraire qu'elle doit rester ferme et intransigeante sur la régulation ? Absolument pas, dans le sens où elle ne doit pas lâcher. C'est un combat culturel. Ce qu'on a dans la stratégie de défense américaine sur le fait que l'Europe va s'effondrer d'elle-même. Le document est publié qu'on a tous commenté la semaine dernière, il y a 10 jours. Et en fait, l'offensive d'X et de l'ancien Twitter sur notre débat public, ça participe du même mouvement. C'est-à-dire, on l'a bien vu dans les dernières élections législatives allemandes, finalement, qui était favorisé sur X, c'était l'extrême droite allemande. Et il n'y a pas de secret. La volonté du président américain et surtout des forces MAGA, c'est de voir l'Europe se magaïser et d'y avoir un allié objectif sur le continent. Mais c'est le slogan de Donald Trump, se trumpiser. On vient militariser ou se servir des relations commerciales ou de la question de la régulation des entreprises comme une arme politique. Tout le reste n'est que paravent, et c'est ça le sujet de fond. Donc oui, on doit résister. Et par contre, c'est une vision franco-française. C'est clair que de l'autre côté du Rhin, on est un peu business first parce qu'on a une question de modèle exportateur et qu'on a besoin de maintenir la balance commerciale avec les États-Unis. Justement, Olivier Luandi, est-ce qu'on n'est quand même pas obligé de lâcher quand tout est mélangé, à la fois le commerce, les intérêts politiques et puis le règlement du numérique ? Alors d'abord, oui, il faut maintenir notre ligne, ça fait partie de notre projet de société, comme l'environnement, comme un modèle social. Donc là-dessus, je pense que la question de principe ne se pose pas. Ensuite, on est face à une menace, c'est certain. Et cette menace, elle est peut-être encore plus grave et profonde que les mots que vous avez utilisés. Parce que si on parle que du numérique, notre dépendance en termes de plateformes de données pour toutes nos entreprises est de l'ordre de 80 à 90%. Si demain, les plateformes de données, les stockages de données pilotés par des capitaux et des intérêts américains devenaient non disponibles pour des entreprises européennes, l'économie européenne s'effondre. Il faut bien savoir. Donc ces types de dépendances-là appellent certes une réaction politique, mais aussi une réaction économique en remontant des souverainetés derrière. Et justement, pour arriver à cette souveraineté, il y avait quand même ce rapport Draghi d'il y a 1 an, 800 millions d'euros d'investissement pour relancer la compétitivité en Europe. Et aujourd'hui, seulement 10% ont été appliqués. Donc ça prouve bien qu'il y a une forme de faiblesse de l'Europe. Alors, il y a une faiblesse assez forte sur 2 plans. D'abord, ce qu'on appelle la souveraineté, c'est pas dans l'ADN des institutions européennes. Elles ont même été constituées pour lutter contre le nationalisme, qui peut être rapproché du patriotisme et de la souveraineté. Donc, c'est pas là-dedans. Le deuxième point, c'est que ce sont des institutions qui sont plutôt d'ordre diplomatique. Il faut réunir un consensus pour avancer, au moins une majorité qualifiée. Et sur ces sujets-là, comme ça a été dit tout à l'heure, les intérêts économiques notamment, voire les visions politiques, peuvent être divergentes. Donc on a du mal à progresser, mais c'est un chemin qui est inéluctable. Puisque vous parlez de divergence, on se demande si l'Europe a encore une boussole. Est-ce qu'elle est tout simplement pas pragmatique, cette Europe ? Pour parler du Mercosur, par exemple, il y a des divergences européennes. Lula, le président brésilien, attendait les signataires, la Commission européenne, au Brésil ce week-end. Il vient d'annoncer que finalement, il donne 1 semaine de plus à l'Italie, qui pourrait se raviser et signer. Est-ce que quelque part, l'Europe, bien c'est 27 pays qui ne sont pas d'accord, mais qui à un moment donné essaye de trouver un chemin commun et qui peut convenir au peuple ? Le peuple européen, alors qui existe, c'est-à-dire, je crois que le sujet, c'est plutôt qu'il y a toujours eu une politique commerciale européenne dès l'origine. C'est une politique qui a été placée entre les mains de la Commission européenne
et que là, on s'aperçoit qu'en fait, les intérêts des États divergent, ou en tout cas la hiérarchie des intérêts qu'elles veulent donner. Par exemple, en France, l'intérêt des agriculteurs est clairement placé aujourd'hui en haut de la hiérarchie. Ce n'est pas le cas en Allemagne. En Italie, c'est entre les industriels et les agriculteurs. On voit la carte des échanges entre l'Union européenne et les pays de l'Amérique latine. Le sentiment que les agriculteurs sont toujours sacrifiés, parce que je le rappelle, le débat aujourd'hui au niveau européen, on sait bien que les agriculteurs sont en train de manifester à Bruxelles, c'est au fond qu'ils disent on ne veut pas que vous nous conduisiez à importer des produits qui ne répondent pas aux normes que vous nous imposez. Ce sont des produits des organismes génétiquement modifiés. Notamment, et en tout cas, les normes environnementales là-dessus sont assez fondamentales. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, aujourd'hui, lorsqu'il y a politique commerciale, on l'adosse aussi à des préoccupations environnementales et puis il y a des intérêts de puissance parce qu'on voit bien que, par exemple, lorsque Donald Trump pratique la menace du droit de douane, il fait du commerce une arme politique. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je tiens à dire qu'il y a en matière commerciale une vision politique, en matière industrielle une vision politique, en matière de souveraineté une vision politique. Il faut toujours adosser l'analyse technique à une vision politique et du rapport de force. Donc la difficulté pour l'Union européenne, c'est qu'elle n'est pas habituée à concevoir le rapport de force par rapport à ses partenaires, comme les États-Unis, comme le Mercosur, etc. Comme la Chine. Théo Verdet, ça veut dire pour vous, est-ce que c'est une Europe sans cap, ce qu'on est en train de vivre notamment sur le Mercosur, ou tout simplement une Europe qui a 27 voix et qui se dit, bon an, mal an, on va trouver un moyen de trouver un chemin commun qui n'est pas évident? Je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Déjà, sur la question de la régulation, écoutez, on l'a mis cette amende et on tient bon. Et sur le Mercosur, il y en a eu d'autres. Il y a 5 accords en cours de négociation après le Mercosur, avec l'Indonésie, avec les Émirats arabes unis, qui sont dans la stratégie de la Commission européenne, sur mandat des États membres, de dire on va diversifier nos débouchés pour être moins dépendants de notre balance commerciale excédentaire avec les États-Unis. La question, c'est est-ce qu'on est pour ou contre cet objectif-là? Je crois qu'au fond de nous-mêmes, on est pour, mais il n'y a pas grand monde en France pour défendre le traité de libre-échange avec le Mercosur et l'agenda volontariste sur la question commerciale. Et là-dessus, un grand pouvoir amène de grandes responsabilités. Le pouvoir commercial, de négociation commerciale, il est européen. Moi, je n'ai jamais vu Stéphane Séjourné, depuis 3 mois, venir défendre l'accord. Le commissaire européen français. Ou même Ursula von der Leyen, sur un média français audiovisuel, l'accord avec le Mercosur. Dans le débat politique français, il n'y a aucun argument pour. Et je le dis aux gens qui nous écoutent, oui, il y a des choses négatives dans cet accord, il y a aussi beaucoup de positifs, et vraiment, on n'entend pas un seul mot à ce propos dans le débat public français. Voilà. Sur le Mercosur, il y a quand même quelque chose, il y a peut-être du bien et du moins bien, mais en tous les cas, il y a une question de principe sur les clauses miroirs. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un projet de société, des ambitions environnementales, sociales, on ne peut pas avoir de la libre concurrence avec des pays qui n'appliquent pas les mêmes règles. Ça s'appelle des clauses miroirs. Elles ne sont pas actuellement dans cet accord du Mercosur. C'est un point de principe assez légitime à faire passer en avant pour le report de la date. Moi, je crois qu'on ne peut absolument pas dissocier le commerce de la question environnementale et de la question des droits des consommateurs. On ne peut plus parler commerce sans parler du reste, au fond, de la santé démocratique et tout simplement de la santé des sociétés. Merci à tous les trois d'avoir débattu ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Théophile Cossa. Les îles Mathieu et Hunter, respectivement 0,7 et 0,6 km², situées dans l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, sont réclamées toniquement à la France par la République du Vanuatu. Et la déferlante postale des colis de Noël inquiète. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est Calibri, pas Colibri, du nom d'une police de caractère mise en place par l'administration Biden pour les malvoyants, c'est entendu. Renoncer à la police de caractère Calibri. Biden avait choisi Calibri, éradiquer le style Calibri. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Calibri, néologisme dérivé du latin caliber, dimension, désigne une police de caractère adoptée en 2023 par le ministère des Affaires étrangères américain en faveur de l'accessibilité des documents aux dyslexiques et malvoyants. Le 9 décembre, son actuel occupant a imposé la suppression de la police Calibri dans son ministère. Dans sa guerre de tranchées contre la politique diversité, équité, inclusion de l'administration précédente, l'actuel pouvoir états-unien entend régenter la typo de sa paperasse. À ses fonctionnaires, le chef de la diplomatie a balancé le mémo « Retour à la tradition, Police Times New Roman, taille 14 requise pour tous les documents du ministère ». Times New Roman est une police de caractère élégante, dite sérif en anglais, c'est-à-dire avec de petits igouigouis aux extrémités, conçue pour le journal anglais The Times dans les années 20. Calibri, dite sans sérif, au style moderne, réputé plus facile à lire, et la création d'un typographe néerlandais pour Microsoft en 2007.
Le changement de police pour raison de lisibilité est déjà en œuvre à la Cour suprême et au ministère de l'Intérieur britannique ou à la Cour suprême de Floride. L'histoire ne dit pas si Trump considère les malvoyants comme les soldats tombés au front, des losers. Mais l'esprit de la lutte contre la DEI est clair, nous récompensons désormais l'excellence. Excellence au nom de laquelle l'offensive contre les mesures à visée sociale ne mollit pas. Après les souvenirs interdits dans les boutiques des parcs nationaux, les mots interdits dans les documents officiels, la typographie interdite aux soirées de l'ambassadeur. Police, Times New Roman partout, justice nulle part. Merci John Nolte. Rebonsoir Théophile Cossin et Xavier Mauduit. Ils sont dans les starting blocks pour les chroniques. Alors Xavier, la France, par la voix du Quai d'Orsay, dément vouloir renoncer à sa souveraineté sur ces deux petits cailloux merveilleux, îlots volcaniques non habités, Matthew et Hunter, dans la mer de Corail, pas loin de la Nouvelle-Calédonie, que réclamait à corps et à cri la République du Vanuatu. Et alors, on remonte à l'origine de cette possession. Le 27 mai 1788, un navigateur anglais, le capitaine Thomas Gilbert, à bord de la Charlotte, c'est comme ça que s'appelle le bateau, parcourt l'océan Pacifique Sud. En fait, il vient d'Angleterre. Il a déposé des condamnés à Botany Bay, en Australie. Vous savez, cette colonie pénitentiaire créée par le Royaume-Uni. Alors, il se dit, on va pas revenir en Angleterre les cales vides. Donc, l'idée, c'est d'aller jusqu'en Chine, remplir le bateau de thé, d'autres marchandises. Et donc, il passe par la Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est connu des Occidentaux depuis seulement 14 ans, depuis un autre navigateur anglais, James Cook. Et donc, à l'est de la Nouvelle-Calédonie, ce Thomas Gilbert tombe nez à nez avec un énorme rocher. Enfin, un gros caillou, une île, bon, il en fait le tour, il en fait le tour assez rapidement. Il faut lui donner un nom. Eh bien, c'est l'île Matthew, parce que c'est un hommage à l'armateur, celui qui finance cette expédition commerciale, comme quoi, avec la colonisation, il y a toujours une question de gros sous. Ça devient une colonie ? Non, ça ne devient pas une colonie parce que c'est une île déserte, authentiquement déserte. S'il y a beaucoup d'oiseaux là-bas. C'est inhabitable, cette île. C'est même difficile d'accès. 70 hectares de cet îlot volcanique. Et ça représente alors, pour ces Anglais, mais absolument aucun intérêt. Remarquez, c'est la même chose 10 ans plus tard, 1798, vous avez un autre navigateur anglais, il s'appelle John Fearn, et lui aussi, il tombe sur un autre gros caillou. On est à peu près à 70 km de l'île Matthew. Alors lui, il ne se casse pas la tête pour le nommer. Il navigue à bord d'un navire qui s'appelle donc le Hunter, et il appelle l'île Hunter. Beaucoup plus simple. Et ça devient français quand alors ? Mais il y a 120, 150 ans d'indifférence des Britanniques, des Français pour ces îles. C'est en 1929 seulement que la France en prend possession officiellement. Alors, l'argument, c'est de dire qu'on se trouve à 500 km de la Nouvelle-Calédonie. Alors, entre-temps, vous savez, aussi dans les années 60, les Britanniques, à un moment, disent on aimerait bien les récupérer. Puis la France, vraiment, définitivement, a ces îles en 1975. Mais ces îles qui demeurent déserte, il n'y a rien. Mais évidemment, là aussi, intérêt stratégique considérable avec les zones économiques exclusives. Ce sont 200 000 marins, donc c'est à peu près 300 km autour d'un point de terre. Et c'est ça qui fait la force de ces territoires. Mais une autre histoire est à écrire ici. Elle n'est pas écrite depuis l'Europe, elle est écrite depuis le Vanuatu, parce que la connaissance de ces îles est très très ancienne. Elles ont même une charge religieuse importante. Le Vanuatu qui est indépendant depuis 1980 et qui donne des noms à ces îles, Umenupne et Umeneg. Et ça, ce sont des noms, c'est pas le nom d'un rafio qui est passé là par hasard il y a 250 ans, ou le nom d'un armateur anglais qui ne connaît pas du tout la couleur de la mer de là-bas, mais qui connaît seulement la couleur de l'argent. Et la mer de Corail là-bas. Merci Xavier Mauduit. Théophile, Noël approche, c'est la période de panique pour les transporteurs de colis qui doivent gérer des montagnes de paquets, semble-t-il. Et cette année, on va battre des records. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas des joujoux par milliers, c'est des colis par millions. Les chiffres sont complètement dingue. Entre fin novembre, avec le Black Friday, et fin décembre, la Poste prévoit de distribuer 180 millions de colis. C'est 6% de plus que l'année dernière. Et ça, c'est sans compter les autres transporteurs. Mondial Relais, par exemple, traite en ce moment 8 millions de colis par semaine. Vous faites donc le calcul. On parle de centaines de millions de paquets qui se baladent en France avant et pendant les fêtes. Pas étonnant, aujourd'hui, 8 Français sur 10 achètent des cadeaux sur Internet. Résultat, les transporteurs recrutent à tour de bras 3000 saisonniers pour la Poste, 1000 intérimaires pour Mondial Relais.
Tout pour relever cet énorme défi logistique. Et les files d'attente, pourtant, s'allongent. C'est Eh ça, ben, dans les ouais, points relais. à certains Pareil. endroits, c'est même complètement Ah ouais fou. Ces derniers jours, il fallait parfois attendre, tenez-vous bien, entre 3 et 4 heures. Ça vous fait rire, mauvais camarade. Pour récupérer son colis. Ouais, c'est cruel. Pour récupérer oui, son colis dans un des points relais de la Défense. Et c'est pas une exception. Hein. Beaucoup de commerçants qui font points relais avouent être submergés déjà parce que les gens ne récupèrent pas toujours tout de suite. Hein. Vous savez, leur colis, on se dit ça va, on a quelques jours, j'attends. Oui, sauf qu'en attendant, bah voilà, des montagnes de colis s'accumulent. Certaines boutiques sont pleines à craquer. Les pauvres commerçants doivent jouer à Tetris pour réussir à tout stocker. Et puis surtout, cette année, c'est le grand paradoxe. Il y a de plus en plus de colis, mais de moins en moins de points relais. Mondial Relais, qui est le leader français de la livraison hors domicile, a fermé en 2025 3500 points relais en France sur ces 10 000 adresses. Hein. Ils misent désormais sur les consignes. Alors les consignes, vous savez, c'est ces lockers hein, avec des petits casiers qui permettent de récupérer son colis en autonomie. Mondial Relais en a déjà installé en France 9000. Bon, et alors ça plaît pas à tout le monde non plus, le développement des consignes, il paraît. Ouais, surtout qu'il n'y a pas que Mondial Relais hein, qui en installe. La Poste, Vinted, Amazon, tout le monde s'y met. Il y en a de plus en plus dans les gares, sur les parkings, à l'entrée des villes et même chez les particuliers. Figurez-vous qu'on peut installer, si on le souhaite, une consigne dans son jardin. Et ce, sans autorisation, car l'installation fait moins de 5 mètres carrés. En échange, le transporteur vous verse un petit loyer. Et ça a de quoi agacer un certain riverain. On imagine le balai des camions qui livrent, les voitures qui viennent pour récupérer les colis, les portières qui claquent, bref. Et puis, les maires aussi hein, s'inquiètent du développement anarchique de ces consignes dans leur commune. Quant au Père Noël, toujours pas de communication. Pas de communication officielle sur le sujet. Oui, sur le sujet. Merci Théophile, merci mes amis. Alors que le petit magasin au coin de la rue, The Shop Around the Corner, c'est tellement mieux. Bon bref, merci de votre fidélité. Demain à 20h05, ce sera le club avec Renaud Dely. Tchuss, Liebchen.